Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la partie 2 de la saison 3 de The Witcher, la dernière partie qui met en scène Henry Cavill en tant que sorceleur, et vous allez voir que au final j'ai des choses à dire, mais vu que la série me passionne par intermittence, je vais essayer un petit peu de voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans cette deuxième partie, et faire un peu le bilan global de cette troisième saison, parce que la saison 3 comporte beaucoup de faiblesses, même si par moment il y a quelques petites lueurs qui permettent de recapter un petit peu l'attention et de faire revenir le spectateur dans l'essence même de la saga, c'est-à-dire les livres, tout simplement. Vous allez voir que cette saison 3, elle a quand même pas mal de problèmes. D'une manière générale, sans trop rentrer dans le détail, qu'est-ce que je peux dire de la saison 3 et plus particulièrement de cette partie 2? Dans la globalité, la partie 2, elle s'inscrit dans la continuité de la première, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, mais malheureusement, j'ai quand même l'impression que les aspects négatifs prennent largement le pas sur les aspects positifs de cette partie. Il y a quand même ce sentiment de gâchis qui ressort encore une fois de la série The Witcher, même si je pense une personne qui ne connaît pas les livres, qui n'en a rien à faire et qui ne veut pas les lire ou qui ne les a tout simplement pas lus, je pense quand même qu'il y a moyen de se divertir avec cette série. C'est vrai que si tu poses ton cerveau et que tu oublies complètement les livres, il y a une certaine cohérence qui se dégage du scénario, mais quand tu te remets dans le contexte des livres et que tu te dis la série elle aurait pu ressembler à ça, et bien effectivement quand tu vois le produit final, tu ne peux qu'être déçu et c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'était un petit peu l'avis général, un sentiment de gâchis. La série n'avance pas dans le bon sens et elle se clôture encore une fois de la peut-être pire des manières, et on va voir tout cela en détail un peu plus tard. Je vais revenir brièvement sur chaque épisode avec ce qui m'a plu, ce qui m'a pas forcément plu, et je vais essayer de tirer un petit peu la série vers le haut, même si elle ne le mérite peut-être pas. J'ai quand même envie d'essayer un petit peu de dégager des points positifs, sinon je passerai mon temps à déchirer la série, et c'est pas forcément le but, j'ai pas envie de faire un punching ball, même si voilà, des fois ça fait du bien aussi un peu de se défouler. L'épisode 6, c'est peut-être celui que j'ai le plus apprécié, notamment parce qu'il y a beaucoup d'action, mais aussi et surtout parce que c'est celui qui est le plus proche des livres, et c'est vrai que quand tu connais le livre, c'est quand même intéressant de voir comment une adaptation va mettre en scène le livre, et là pour le coup, ils ont été très proches du livre, avec quelques petites subtilités certes, mais quand même, il y a la grande majorité de cet épisode qui est centré sur le livre et le chapitre du soulèvement de Thanedd, donc c'est plutôt bien réalisé, il y a de l'action, il y a un petit peu de suspense par moment, j'ai trouvé cela même plutôt bien réalisé, les effets spéciaux étaient très corrects, je veux pas dire que c'était la claque visuelle pour The Witcher qui nous a quand même habitués à vraiment des moments très médiocres et d'autres moments plutôt sympathiques. Là on est plutôt dans la partie sympathique avec des effets spéciaux très réussis, des effets visuels, de la bataille, de la magie qui se mêle aussi à des combats à l'épée avec des arcs, donc c'était plutôt bien vu de mélanger tous ces aspects là qui font le charme de l'univers The Witcher. Après voilà, effectivement Tissaia de Vries qui se la joue un peu Palpatine épisode 9, on aime ou on n'aime pas, je me rappelle pas que dans le livre elle utilise de la foudre comme cela. Maintenant ça reste pas totalement déconnant avec l'univers de la magie de The Witcher, et le fait que la magie de la foudre soit réservée vraiment à un aspect très offensif, c'était plutôt bien vu de la part de la série d'utiliser cela. Faut que je relise le chapitre pour voir si effectivement c'est le cas pour résoudre un petit peu le conflit. D'une manière globale, cet épisode était assez appréciable, on retrouvait vraiment tout le schéma narratif avec l'échappée de Ciri et le fait qu'elle soit poursuivie par Vilgefortz qui va la traquer jusque dans la tour de l'île d'Aretusa, et le combat entre Vilgefortz et Geralt était très bien mis en scène. Là aussi, dans le livre, on a quand même une description précise de ce combat où on sait que Geralt s'est fait littéralement massacrer. On sent qu'il y a quand même un écart de puissance entre les deux personnages, le sorceleur qui essaye de se battre avec ce qu'il a et le peu de magie qui lui reste, et Vilgefortz qui est quand même un mage très puissant et qui ne va pas hésiter à blesser très lourdement Geralt en l'handicapant lourdement après lui avoir brisé quasiment les os. C'était très bien vu, et dans la continuité des livres qui présentaient cela non pas comme un duel mais véritablement comme un massacre où leur rapport de force était totalement déséquilibré. Comme je m'y attendais pour la partie 1, ils ont encore poursuivi ce délire avec les monolithes, et ça permettait un peu de légitimer le fait que Ciri va découvrir ses pouvoirs et qu'elle va expérimenter cela, notamment à travers le voyage interdimensionnel et même un petit peu spatio-temporel. Donc c'était assez bien vu, et j'espère que les monolithes ne vont pas rejouer un rôle très important dans le futur. Si ça en reste là, ça va. Maintenant, j'espère qu'ils vont pas repousser le délire comme ils avaient fait en saison 2 avec Volesmir et les délires de possession à travers les portails, les êtres interdimensionnels qui se téléportaient un peu n'importe où. Ça reste un moyen mémotechnique pour visualiser un petit peu la magie de Ciri et comment elle se
se déplace dans cet espace-temps, ça m'a pas plus dérangé que cela, c'était moins voyant que dans la dernière saison. Pareil, lors des combats, on voyait bien tous les rapports de force, le fait que Strekobor par exemple soit utilisateur de la magie du feu et que tous les autres soient surpris de voir qu'il va détruire une partie de la structure avec sa magie. J'ai trouvé cela très bien vu de mettre en scène un petit peu cette catastrophe, et le fait que les mages soient aussi assez confrontés à de la difficulté avec les elfes Scoia'tael et les soldats Nilfgaardiens qui vont utiliser des arcs avec des flèches très spécifiques pour justement essayer de contrer la magie. Il y avait tout cet aspect là qui était bien mis en scène, et pour le coup je dois dire que c'était un épisode globalement très réussi avec des grandes qualités, normal vous me direz puisqu'il se situe très proche des livres, hein. Ce n'était pas forcément le cas pour l'épisode 7 qui se passait en très grande majorité dans le désert. Ciri qui voyageait dans ce désert et qui cherchait un petit peu sa place, on sentait qu'elle était perdue, déroutée, qu'elle ne savait pas où elle allait, elle était même un petit peu confrontée à son propre passé à travers notamment sa mère qui vient un petit peu la tourmenter, la remettre en question, mais aussi également sa grand-mère, la reine Calante, qui vient elle aussi un petit peu la tourmenter, lui dire qu'elle est déçue de voir ce qu'elle a accompli, c'est-à-dire rien du tout selon elle, alors que à l'inverse, eh bien Ciri elle essaye un peu de se débattre, de trouver sa place, encore une fois la question de la destinée qui est là. Les thématiques sont sympas, maintenant c'est vrai que j'ai quand même pas mal bâillé dans cet épisode, je me suis énormément ennuyé, j'ai failli même m'endormir, heureusement que j'avais un café à côté sinon je ne tenais plus. Je ne me rappelle pas non plus malheureusement que l'épisode du désert soit aussi long, peut-être que ça durait un chapitre et que après Ciri rencontrait la licorne dans le livre, c'est vrai que je m'en rappelais rapidement de cette rencontre. Maintenant Netflix, je sais pas ce qu'ils ont eu avec le choix du cheval, parce que la licorne était très blanche, mais tu avais quand même une masse immense, je puis dire noire, qui ressortait de l'entrejambe, et c'est vrai que tu avais ces énormes qui ressortaient en continu et qui pendouillaient tout le temps. Netflix, franchement, la prochaine fois, prenez une femelle ou alors faites un gommage ou réduisez quelque chose, j'en sais rien. À chaque scène, tout le temps, tu avais des énormes en fond et c'était insupportable au visuel. Est-ce que c'est pas Netflix qui en a rien à faire et qui nous met ça en plein milieu en mode on s'en fout, c'est un cheval, de toute façon c'est une licorne. Ça reste du détail certes, et à chaque fois j'étais un peu en mode cringe tout le temps quoi. Donc vraiment, c'est à l'image des armures en peau de que tu avais au tout début de la série et dans la saison 1 là, ce qui était dégueulasse, c'était très moche. Encore une fois, Netflix est capable de vraiment délaisser des trucs comme ça, voilà. Et en parlant de conneries aussi, j'ai cru vraiment qu'ils allaient faire la connerie ultime. À un moment, Ciri, elle a une sorte de vision avec Falca. D'ailleurs, la vision, elle est incroyable. Moi, au début, je croyais qu'ils allaient faire un remake de Carrie au bal du diable lorsqu'elle crame tout le monde et qu'elle a carrément la robe en feu. Pourquoi pas si c'était un hommage? Pareil, quand elle crie dans le désert, je me suis dit, est-ce que c'est pas un hommage à Mad Max Fury Road quand Charlize Theron, elle gueule dans le désert? À un moment, Falca, elle va dire carrément Blood and Fire. Je me suis dit, oh là, putain, elle va débarquer, il y a Drogon qui débarque, ça y est. Alors, est-ce qu'ils ont juste voulu inverser Fire and Blood, la réplique des Targaryens, et c'est une sorte de clin d'œil complètement assumé? Ou alors, ils s'en sont pas rendus compte, mais en tout cas, ça saute vraiment aux yeux quand même quand tu inverses les deux termes. Voilà, c'était à l'image de la licorne, très maladroit. Ça reste du détail, certes, hein, je pignaille sur pas grand-chose, mais en tant que fan de Game of Thrones, moi, ça m'a clairement sauté aux yeux, hein. Donc cet épisode du désert, il était pas forcément utile, il était anormalement long. Moi, j'aurais vraiment raccourci ce passage en quelque chose de beaucoup plus concis. C'était un épisode qui m'a vraiment ennuyé, qui a servi à rien, qui m'a fait cringer en non-stop, et c'est vrai que là, c'est clair, on avait la définition même d'un épisode raté de The Witcher. Tu essayes de capter un petit peu l'univers à travers le livre, mais c'est très mal exploité, très mal mis en scène. Le combat avec le monstre, j'en parle même pas tellement que c'était catastrophique et que ça dégueulait de CGI. Le fait qu'elle lui arrache comme ça une espèce de bouclier et qu'elle va le taper avec, je me suis dit oh là là, vas-y. On en a plus rien à faire, de toute façon on n'est plus à ça près. La licorne, elle se fait transpercer, elle se relève, puis après elle s'écroule, elle se relève, elle s'écroule. Ça n'a aucun sens vraiment. Ça m'a fait... tout ça, ça m'a fait sortir de l'épisode et j'étais en mode allez vite, on passe, j'en peux plus. Heureusement qu'il y a Geralt qui par moment et intermittence va balancer 2-3 phrases en mode Ciri où es-tu? Sinon vraiment là encore une fois j'en pouvais plus. Heureusement qu'il reste qu'un épisode derrière parce que là vraiment... c'était compliqué, hein. Et on passe enfin au dernier épisode, le 8e, qui est la dernière fois que nous verrons Henry Cavill dans la peau du sorceleur Geralt de Rive. Et cet épisode, il avait des moments plutôt sympathiques, même si pour moi il n'arrive peut-être pas au niveau du 6e. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans cet épisode? Eh bien, tous les moments des livres, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple le moment où Tissaia de Vries va se suicider en s'ouvrant les veines. C'est totalement cohérent par rapport au livre, elle est déçue, elle se sent trahie par Vilgefortz, et elle se sent véritablement
véritablement responsable de la mort de tant d'innocents et de la grande majorité de la loge des magiciens et magiciennes, et je trouvais cela assez cohérent de montrer cette séquence comme cela. Le fait que ce soit Yennefer qui découvre le cadavre de Tissaia de Vries, qui est un peu sa mère de substitution en quelque sorte. Donc là aussi c'était très intéressant de voir comment la série a mis cela en scène, et d'une manière générale c'était quand même assez cohérent par rapport au développement du personnage et le fait qu'elle se sentait véritablement coupable. De même, on a cette histoire de deuxième guerre du Nord avec la Redanie et le fait que, eh bien, il y a encore des petites intrigues de cours et c'était assez bien vu de mettre en place tout cela. Le roi Vizimir n'ait plus du tout confiance dans ses conseillers Dijkstra et Philippa Ellaert, et là, on a un petit retournement de situation, c'est Philippa qui orchestre le meurtre cette fois-ci de Vizimir et qui va introniser son frère Radovid. C'était bien vu de montrer un petit peu cette inversion des pouvoirs et comment la Redanian Intelligence arrive à retourner la situation alors qu'elle était véritablement en position de faiblesse. Parce que si vous vous souvenez bien, dans la première partie, c'était Dijkstra qui avait orchestré le meurtre de la reine, et bien cette fois-ci c'est Philippa qui orchestre le meurtre du roi. Et ça permet de montrer qu'il y a une complicité entre les deux personnages dans la fourberie et tout le jeu politique en Redanie, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cela parce que ça permettait de renforcer les liens entre les deux personnages, et je suis quasi sûr qu'on les reverra encore plus sur le devant de la scène maintenant qu'ils ont mis leur pantin Radovid sur le trône. Affaire à suivre, mais en tout cas c'était assez intéressant de voir toute cette inversion de pouvoir et le fait que Dijkstra soit obligé de s'en remettre à l'intelligence de Philippa Ellaert pour se sortir d'une situation assez difficile. C'était un épisode aussi qui mettait bien plus en avant Geralt et le fait qu'il récupère dans la forêt de Brokilon avec les Dryades. C'était aussi l'occasion d'introduire un nouveau personnage, Milva, que je trouve très intéressant et plutôt raccord avec la description et sa présentation dans les livres, donc là aussi c'était pas mal, parce que ce trio, Jaskier, Geralt et Milva, vont former justement une petite troupe très intéressante, un peu à la manière de la communauté de l'anneau, où chacun aura ses spécificités pour essayer d'avancer dans l'histoire et faire avancer l'histoire en vue de récupérer Ciri, qui soi-disant passant serait en réalité retenu à Nilfgaard par l'empereur Emhyr Varemreis. Mais surprise, c'est la fausse Ciri, donc là aussi on raccorde encore une fois les livres, il faudrait que je me rappelle, peut-être que c'est le livre 5 je dirais plutôt que le 4e. Là aussi on rattrape les livres par moment, hein, par intermittence, et pareil j'ai beaucoup apprécié le fait que on ait l'introduction des rats à travers la fameuse séquence dans la taverne où l'on ressent un petit peu toute la douleur de Ciri et le fait qu'elle est un peu perturbée par ce qu'elle a vécu avec la licorne, le fait qu'elle ait été un peu torturée par ses propres démons et fantômes. Ça permet aussi de faire avancer le personnage et de lui faire gagner un peu une certaine maturité. Maintenant elle n'est plus une petite fille, elle est plutôt une sorte d'adolescente, donc c'était important de montrer tout ce changement de personnage et comment elle avance vers le futur. Et en plus, eh bien, la série permet de se clôturer là-dessus avec Ciri qui dit « Je suis Falka ». C'est très certainement une volonté des scénaristes parce que, je ne vous le cache pas, il y a un spin-off en préparation sur l'histoire des rats, une série spin-off pour essayer d'expliquer des trucs qui se passent avant la série principale. On verra si cette série spin-off sur les rats apportera quelque chose ou non à la série. Maintenant, c'est pas forcément un spin-off que j'attends beaucoup, je le regarderai certainement avec plaisir si la série est réussie, mais vu la mauvaise expérience de Blood Origin et les dernières divagations de la série principale The Witcher, j'ai quand même un petit peu peur de ce spin-off, je ne vous le cache pas, surtout que ça risque d'être la même équipe et qu'en plus maintenant Henry Cavill n'est plus derrière pour essayer un petit peu de réintroduire les livres par moment. Donc là aussi on verra comment ce spin-off parviendra jusqu'à nous et s'il apporte réellement quelque chose. En termes de conclusion pour Geralt, eh bien on a quand même un dernier combat du sorceleur, un combat que j'ai trouvé très réussi malgré tout, même si c'est vrai que dans cette deuxième partie et même dans la première partie, je trouvais quand même que Henry Cavill était assez détaché du personnage, il n'y avait plus toute cette intensité, cette émotion qu'il avait dans la saison 1. Là c'est vrai qu'on sentait que l'acteur était là sans être là, un petit peu comme s'il délivrait une prestation sur commande, c'est-à-dire je joue, je mets plus trop d'émotion, je suis assez détaché du personnage, de toute façon j'en ai plus rien à faire, je m'en vais à la fin de la série. C'était un peu dommage, mais bon, au moins Henry Cavill tire malgré lui la série quand même vers le haut, et c'est vrai que cet ultime combat est quand même très réussi, même si pour le coup j'ai pas forcément aimé le fait de voir du sang digital qui dégueule dès que Geralt va trancher le moindre petit doigt. Ça fait partie des effets numériques que j'apprécie pas forcément. Pareil, en parlant d'effets qui est vraiment, mais pour le coup,
raté complet, ou même je dirais dégueulasse, c'est Vilgefortz. Son visage, je suis désolé, c'est loupé. Les brûlures de Rience, elles sont très réussies. D'ailleurs, Rience aussi, il se fait buter. On verra s'il revient ou pas. De toute façon, la série maintenant, c'est tellement à la what the fuck que les personnages y crèvent, t'en sais rien, s'ils vont en venir ou pas. Il se fait trancher la tête par Geralt. S'il faut, c'était juste un Doppler, j'en sais rien. S'il faut, c'était une vision. On sait même plus comment légitimer le fait que l'un des plus grands méchants de la saga se fasse couper la tête comme une merde en plein milieu d'un champ. Et bien là, c'est la même chose. Vilgefortz, il a le visage dégueulasse. Mais Rience, eh bien, les brûlures étaient plutôt réussies quand même, le maquillage. Je suis désolé, on dirait qu'ils ont foutu de la pâte à modeler dessus et qu'ils ont tiré un truc. C'est raté, voilà. Au moins là, tu as vraiment l'aspect visuel raté, pourtant c'est une prothèse. Voilà, c'était à l'image de cette saison 3, une saison que je qualifierais de décevante, malgré des petits moments quand même. C'est vrai que les épisodes 3, 5, 6 et un petit peu le 8e sont quand même assez réussis dans l'ensemble, mais derrière, tu as quand même beaucoup d'épisodes qui sont loupés, qui ne servent à rien, il y a des moments complètement inutiles, des ratages visuels, des ratages de prothèses, des acteurs qui sont à côté de la plaque. Même Jaskier, je trouvais qu'au final, dans cette saison 3, il n'y a pas de musique iconique qui sort. C'est pas comme la musique Burn Butcher Burn dans la saison 2 ou même la musique Toss a Coin to the Witcher. J'ai plus retenu l'autre musique pendant la fête que tout ce que Jaskier a chanté dans cette saison. Voilà, c'était à l'image quand même de cette saison 3, c'était décevant. Il y avait des points positifs, hein, il faut pas se le cacher. Hein. On peut pas dire que c'est nul, hein, c'est pas Blood Origin, mais malheureusement quand tu connais les livres et quand tu apprécies les livres, c'est vrai que tu ne peux que malheureusement pas très apprécié cette série. On est quand même à des années-lumière d'une adaptation que pourrait faire par exemple HBO, et c'est vrai que Netflix a quand même pas mal de choses à faire, et on verra si le nouvel acteur Liam Hemsworth est à la hauteur de la prestation d'Henry Cavill, même si dans la saison 3, voilà, on sentait qu'il en pouvait plus. Je regarderai quand même cette saison 4 avec grande attention, tout comme le spin-off des rats, qui je l'espère sera réussi. Maintenant, je vous laisse la parole, dites-moi ce que vous avez pensé d'une manière globale de cette 3e saison, et un petit peu plus particulièrement de la partie 2 et des épisodes qui la composent, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers The Witcher. Merci à tous et salut!